Bonsoir à tous et bienvenue dans le 18h de Public Sénat. Bonsoir Saveria Rojac. Bonsoir Pierre, oui. Barack Obama était en France quasiment toute la journée d'aujourd'hui à Strasbourg au sommet de l'OTAN. Le président américain a salué le leadership courageux de son homologue français Nicolas Sarkozy. Barack Obama qui a traversé le Rhin. Il est ce soir à Baden-Baden en compagnie de la chancelière allemande Angela Merkel. L'Afghanistan, bien sûr, au centre des discussions des 28 pays membres de l'OTAN. La Grande-Bretagne annonce l'envoi de troupes supplémentaires. La France accueillera sur son territoire un prisonnier de Guantanamo. L'euphorie suscitée par les succès du G20 largement tempérée aujourd'hui par de nouveaux chiffres inquiétants pour l'économie mondiale. Les États-Unis perdent plus de 650 000 emplois. L'Irlande et l'Espagne plongent dans la récession. Le président de l'Eurogroupe, Jean-Claude Juncker, se dit ce soir très inquiet. C'était donc aujourd'hui à Strasbourg une rencontre très attendue. Barack Obama et Nicolas Sarkozy ont eu leur premier tête-à-tête. Un premier entretien bilatéral au cours duquel le président américain a salué le leadership courageux de Nicolas Sarkozy dans l'OTAN. Barack Obama demande par ailleurs à l'Europe de se renforcer militairement. Les États-Unis ne peuvent pas se battre seuls contre le terrorisme. Retour sur cette journée avec Olivier Audemars. Air Force One sur le tarmac de Strasbourg. Le président Barack Obama, accompagné de son épouse, a foulé pour la première fois le sol français ce matin. Le président américain continue sa tournée européenne avec le sommet de l'OTAN prévu jusqu'à demain. Accueilli comme une star, le président Obama s'est entretenu pendant plus d'une heure avec Nicolas Sarkozy. Une rencontre bilatérale placée sous le signe de l'amitié après les discussions parfois tendues du G20. L'Amérique est reconnaissante pour l'amitié avec la France. Mais je suis personnellement reconnaissant pour l'amitié que nous avons développée ensemble. Et ce, même avant qu'on soit élu président. Et depuis, ça ne fait que se renforcer. Nous avons fait le point d'un certain nombre de dossiers, l'Afghanistan, l'OTAN, et je crois pouvoir dire, parlant sous le contrôle du président des États-Unis, qu'il y a une parfaite identité de vue. Parmi les annonces faites, Nicolas Sarkozy a réaffirmé qu'il n'y aurait pas d'envoi de renforts militaires en Afghanistan. La France devrait aussi accueillir un détenu de Guantanamo après la fermeture de la prison américaine. Barack Obama a enfin souligné la nécessité que l'Europe ait des capacités militaires renforcées. Après cet entretien en tête-à-tête, Barack Obama s'est exprimé devant 4000 jeunes Français et Allemands au Palais des Sports de Strasbourg. Le tout dans une ville toujours ce soir en état de siège. Zone quadrillée, espace aérien sous haute surveillance et 9000 policiers et gendarmes déployés dans toute la ville. En marge du sommet, entre 35 000 et 40 000 manifestants venant de toute l'Europe sont attendus. Des échauffourées ont déjà eu lieu hier. 300 personnes ont été interpellées et 70 placées en garde à vue. Une manifestation est également prévue demain à l'ouverture du sommet. Voilà, nous reviendrons sur ce dossier de l'OTAN dans quelques minutes avec nos invités. Tout autre chose, les très mauvais chiffres de la journée sur le front de l'emploi. Oui, d'abord aux États-Unis, avec plus de 650 000 emplois perdus au mois de mars. Le chômage bondit donc à 8,5%, son plus haut depuis 25 ans. Et puis en Europe, l'Irlande prévoit un repli de 7% du PIB cette année. Des chiffres encore plus inquiétants pour l'Espagne, où le PIB va reculer de 3% et le chômage bondir à 17%. Alors après le sommet du G20 hier à Londres, comment appliquer les décisions prises? Le G20 a en effet pris des mesures concrètes pour lutter contre la crise. Parmi ces avancées, la mise au pas des paradis fiscaux. L'OCDE a publié hier soir une liste noire. Le Luxembourg y est épinglé, ce que Jean-Claude Juncker qualifie d'incompréhensible. Alors que va changer concrètement cette liste? Pierre Bonjoseph a pu rencontrer l'auteur de ce classement. Sur son agenda, la date figurait en bonne place. Sa liste des paradis fiscaux, il la préparait depuis des mois et l'a finalisée hier soir tard dans la nuit au téléphone avec Londres. Une liste avec 3 niveaux. Les standards de l'OCDE, c'est échanger de l'information à des fins fiscales, faire en sorte qu'un contribuable ne puisse pas frauder en se cachant dans un autre pays. Donc il y a des pays qui n'ont jamais pris l'engagement d'appliquer ces principes. Ils sont sur la liste noire. Il y a des pays qui ont pris l'engagement. Certains il y a longtemps, en 2000, 2001, 2002. D'autres beaucoup plus récemment, Singapour, Hong Kong, la Suisse, le Luxembourg, mais ils ne les ont pas encore appliqués.
Et donc ça, ils sont sur une liste grise. Et puis vous avez une liste blanche qui sont les pays qui appliquent les standards de l'OCDE, c'est-à-dire qui échangent de l'information. Finalement, seuls 4 pays n'ont à ce jour pas prévu de renoncer au secret bancaire. Il s'agit du Costa Rica, la Malaisie, les Philippines ou l'Uruguay. Tous les autres échappent à l'opprobre international. C'est la première fois dans une réunion internationale qu'on établit la liste des paradis fiscaux, qu'on agite clairement la menace de sanctions, qu'on désigne qui est chargé de vérifier ce que font ces pays-là, OCDE, FMI, qu'on se donne un délai, septembre 2009, pour aboutir. Une avancée réelle, mais partielle. Seul le critère du secret fiscal a été retenu pour établir la liste. La lutte contre le blanchiment d'argent sale ou encore l'absence d'impôts n'ont pas été prises en compte. La fiscalité est évidemment un sujet majeur parce que c'est cela qui permet qu'échappent à l'impôt et donc au budget public des sommes considérables. Notamment des grandes fortunes, mais des multinationales, des banques, des fonds spéculatifs, etc. Donc si on n'aborde pas la question fiscale, de toute façon, on ne touche pas au rôle fondamental que jouent les paradis fiscaux. Hier soir, les sanctions contre les paradis fiscaux ont été mises sur la table du G20, une boîte à outils allant de l'arrêt des transactions financières à la taxation des sommes investies dans les places offshore, aux États désormais de s'en emparer et de les faire appliquer, même après la fin de la pression médiatique. Voilà, et en France, le PS salue des avancées après ce G20, mais il demande un nouveau plan de relance. C'est le grand gagnant du G20, une grosse enveloppe qui va être débloquée pour le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Dominique Strauss-Kahn, le patron du FMI, peut en effet se frotter les mains. 1000 milliards de dollars vont être injectés dans l'économie mondiale. Objectif, soutenir les économies des pays en difficulté et réinjecter de l'argent frais dans le système. Nicolas Béard. Dominique Strauss-Kahn lui-même n'en espérait pas tant. Face à la crise mondiale, le directeur du FMI avait demandé un budget doublé. Il sera triplé, passant de 250 à 750 milliards de dollars. Pour les 3/4, il s'agit de nouvelles contributions, surtout de la part des pays du G20, à commencer par le Japon et les pays de l'Union européenne. On donne vraiment des munitions extrêmement importantes au Fonds monétaire pour qu'il puisse intervenir facilement au secours des pays émergents essentiellement qui sont évidemment ébranlés par la crise. Il y a un véritable désir, me semble-t-il, de multilatéraliser la gestion de la crise. Le recours au Fonds monétaire risque bien d'être indispensable à de nombreux États en pleine tourmente financière. Si les pays les plus avancés économiquement ont toujours la possibilité de soutenir leur économie en accroissant la dette publique, ce n'est pas le cas de beaucoup d'autres. La solidarité internationale était donc au rendez-vous de ce G20. Si ça représente un peu moins de 2% du PIB dans l'ensemble des pays du G20, pour les pays hors G20, ça représente quasiment 10 points de PIB, donc c'est considérable, c'est quand même une masse financière importante. On peut penser que ce sera suffisant, mais aujourd'hui la crise va tellement vite et tellement forte qu'on ne peut pas savoir encore si de nouvelles négociations pour des nouveaux montants ne vont pas venir. C'est en tout cas un vrai signal pour les pays les plus malmenés par la crise et peut-être l'annonce la plus concrète de ce G20. Alors ce G20 consacre également les premiers pas de Barack Obama sur la scène internationale. Le couple Obama était d'ailleurs la star de ce sommet de Londres. Le président américain en tout cas a imposé un style bien à lui, Caroline Delage. Oui, un style qui peut se résumer ainsi, un mélange de sérieux et de décontraction. C'est ça qui fait la particularité du style Obama et c'est ça qui fait son succès aussi. Alors sérieux dans les négociations notamment. Alors à la différence de Nicolas Sarkozy qui lui avait fait monter la pression, avait montré ses muscles avant le G20 menaçant de quitter la salle carrément si ses exigences n'étaient pas satisfaites. Barack Obama, lui, il choisit l'humilité, l'écoute. Il pense que c'est la stratégie la plus efficace pour faire passer ses idées et pour imposer le leadership américain. Dans ses relations avec les dirigeants des autres pays, il a clairement marqué sa différence avec le style Bush. Lui, il est cordial mais assez distant quand même. Avec son homologue russe Dmitri Medvedev, poignée de main de rigueur mais pas d'accolade comme on avait vu entre Bush et Poutine. Pas d'excès de chaleur non plus avec Gordon Brown, le Premier ministre britannique. On est très loin des effusions d'amitié qu'on avait pu voir entre George Bush et Tony Blair. Cela dit, il a quand même pris quelques minutes pour discuter dinosaures avec les deux jeunes fils du Premier ministre britannique. Donc, tout en étant sérieux, il est également très décontracté. Il se permet souvent quelques blagues et il met très facilement les rieurs de son côté. Exemple lors de sa conférence de presse au G20.
Voilà, alors on va toujours enchaîner sur ce G20 de Londres. On le disait, 1100 milliards de dollars sur la table de relance. Saveria ? Oui, alors... En fait, on devait voir un extrait de la conférence de presse de Barack Obama au G20 qui Très bien, on va le regarder tout de suite, il arrive, me dit-on. La jeune femme qui est là-bas, s'il vous plaît. Hi, Mr. President. How are you? Thank you for choosing me. I'm very well. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup de m'avoir choisi. You met with our Prime Minister Manmohan Vous Singh. avez rencontré mon Premier ministre, Manmohan Singh. What is America doing to Qu'est-ce help que font les États-Unis terrorism emanating from Pakistan? Pour éviter que le Pakistan... Tout d'abord, je tiens à dire que le Premier ministre Singh est quelqu'un d'extraordinaire. Je suis d'accord. C'est à vous qu'on le doit? Voilà, ce qui plaît dans le style Obama, c'est aussi qu'il est proche des gens. Ouais, vous savez, depuis qu'il est président, il n'arrête pas de se plaindre du fait qu'il ne peut pas faire un pas sans être entouré d'une dizaine de gardes du corps. Il peut pas se promener, il peut pas aller dans les cafés, ça lui manque beaucoup. Alors dès qu'il peut, il prend la moindre occasion qu'il a pour aller pouvoir s'adresser directement au public. On l'a vu là aujourd'hui à Strasbourg, il a carrément pris un bain de foule en arrivant tout à l'heure avec Nicolas Sarkozy. Voilà, on voit les images. Et puis, alors exercice qu'il affectionne particulièrement et dans lequel il excelle, il a rencontré 4000 jeunes français et allemands. Il est au milieu du gymnase, il arpente la salle, il choisit quelques privilégiés qui vont avoir l'honneur de s'adresser directement à lui, de lui poser une question. Ça, c'est complètement... On ne connaît pas ça en France. Avec c'est vraiment... sa bouteille d'eau à la main. Absolument, pour répondre. Ça, c'est totalement inédit en France. Donc, exemple avec un jeune Français. What do you expect from the French Qu'attendez-vous de la part des Français et des pays européens quant à la guerre contre le terrorisme? C'est une bonne question. Même si George Bush n'est plus président des États-Unis, Al-Qaïda est toujours une menace et que nous ne pouvons pas prétendre comme ça que parce que Barack Hussein Obama est devenu président des États-Unis, d'un coup d'un seul, tout va bien se passer. Ce sera un défi très difficile à relever. Voilà, merci Caroline Delage. Allez, on termine toujours avec le G20, on vous le disait, des milliards de dollars sur la table, des paradis fiscaux sous haute surveillance, la naissance d'un nouvel ordre économique mondial pour le Premier ministre britannique Gordon Brown. Je vous propose d'écouter tout de suite les réactions beaucoup plus nuancées de Jacques Attali, essayiste, président de Planète Finance sur ce dossier. Jacques Attali qui nous a accordé une interview, un entretien en milieu de cette journée. On l'écoute. Bonjour Jacques Attali, on a l'impression aujourd'hui que le monde respire un peu mieux. Est-ce que c'est votre impression également à vous, après le G20 d'hier? De dire que ce qui est positif, c'est qu'il ait lieu. Ce qui est positif aussi, c'est qu'il n'y ait pas eu de clash. Ce qui est positif, c'est qu'il y ait un consensus sur l'idée d'une gouvernance, d'une régulation, d'une confiance dans l'avenir, de la nécessité de mettre de l'ordre dans le système. Maintenant, quand on rentre dans les détails, il y a évidemment encore énormément de problèmes qui sont loin d'être réglés, peut-être même aggravés par les voies qui sont prises. Si on fait abstraction des détails, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est sur les rails d'un nouvel ordre économique mondial? Non. Il ne s'agit pas de détails, c'est extrêmement... Ce qui n'a pas été réglé ou ce qui est aggravé est extrêmement grave. Ce sommet prend des risques considérables, puisqu'il prend le risque d'une relance très forte en donnant le sentiment qu'il espère que la relance suffise à régler le problème. Si ça marche, c'est très bien. C'est un petit peu comme, si je fais le parallèle avec la relance française du début des années 80. Si on fait une relance et que tout marche bien, ça marche bien. Si on fait une relance et que le reste ne suit pas, eh bien on arrive à ce qui s'est passé dans le cas de la France en mars 83, c'est-à-dire qu'il faut arrêter et faire payer les contribuables. Autrement dit, si ça marche, il y aura une forte croissance qui bénéficiera d'ailleurs surtout aux plus riches. Et si ça marche pas, c'est les plus pauvres, c'est-à-dire les contribuables, les pays du Sud qui paieront. Vous n'excluez pas cependant que ce G20 soit un succès et stop net la crise économique? Je l'exclus totalement. Je pense que la récession est en marche. L'année 2009 va avoir beaucoup de chômeurs en plus. On va avoir beaucoup d'entreprises en difficulté. On va avoir des pays, je ne veux pas nommer des pays, mais que j'en connais, qui vont être en grande difficulté dans les semaines et mois qui viennent. Et on aura de nouvelles difficultés devant nous. De plus, on va se rendre compte assez vite
que les mécanismes qui sont mis en place vont permettre à beaucoup de gens de faire de façon assez scandaleuse un grand nombre de profits, et il y aura des remises en cause politiques, en particulier au Congrès des États-Unis, des plans qui ont été acceptés. Donc je ne suis même pas sûr que tout cela entre en fonction. Alors on parle de centaines de milliers de dollars, de milliards de dollars mis sur la table hier pour le FMI en particulier. Est-ce qu'on parle beaucoup moins des dettes qui s'accumulent? Est-ce que ces dettes considérables vous inquiètent aujourd'hui? Ces centaines de milliards dont vous parlez sont eux-mêmes des dettes, puisqu'on ne sait pas comment les financer autrement que par des déficits, puisque la crise a commencé par un excès de dette privée et elle continue par un excès de dette publique. Tout ça ne peut marcher que si la croissance en elle-même suffit à rembourser les dettes, ce qui paraît assez difficile à croire. Alors ce matin, le secrétaire général de l'OCDE, Angèle Gurria, disait que ce matin qu'en matière de paradis fiscaux, on avait fait plus de progrès en 15 jours qu'en 15 ans. Et pourtant, vous-même, vous restez sceptique. Pourquoi? Non, mais c'est vrai qu'on a fait plus de progrès, puisqu'il y a un certain nombre de petits pays, paradis fiscaux significatifs, qui sont tombés dans la nasse, c'est très bien. Mais en réalité, si on regarde objectivement et cyniquement, on s'aperçoit que les grands paradis fiscaux, qui sont essentiellement les États-Unis, la Grande-Bretagne et tout le monde qui tourne autour d'eux, Gibraltar, l'île de Man, Jersey, etc., ne sont absolument pas touchés. La loi fiscale du Delaware, du Nevada sont des lois extrêmement ouvertes et le système de trust britannique l'est ouvert. Donc en réalité, cette liste, et vous savez, ça me fait penser au mot de Humpty Dumpty dans Alice au Pays des Merveilles. Les mots veulent dire ce que je décide qu'ils veulent dire. La question est de savoir qui est le maître, eux ou moi. Le paradis fiscal, c'est pareil. On a décidé que la liste des paradis fiscaux, c'était ça. On oublie que les principaux sont les autres. Et naturellement, ça va concentrer tout l'argent qui veut se cacher dans la fortune qui va être constituée pour ceux qui gèrent les grands fonds d'investissement anglo-saxons. Il n'empêche, est-ce qu'on va vers plus de morale en matière de finances et d'économie? Non, on affirme des principes, mais on ne les applique que de façon extrêmement sélective et particulière. Comment vous avez jugé l'action de Nicolas Sarkozy dans cette affaire? Excellente. Il a été le premier à porter l'idée d'un sommet, et il l'a obtenu. Il a porté le premier l'importance de la régulation, alors que les États-Unis ne voulaient parler que de relance, ce qui est important pour eux. Il a porté l'importance des paradis fiscaux, l'importance des rémunérations, l'importance de toutes ces dimensions. Il a vraiment fait le maximum de ce qu'on pouvait obtenir. Reste maintenant à aller plus loin, et je pense que ce sera le rôle du prochain G20. Un mot sur la Chine, et c'est presque une surprise qu'il y ait eu une attitude positive pendant ce sommet. Une attitude très positive. Reste à savoir maintenant comment la Chine va utiliser ses réserves, que naturellement je pense qu'elle va utiliser surtout pour ses propres développements intérieurs. On n'a pas beaucoup parlé de monnaie, vous le regrettez? On a dit quand même de façon très explicite, il y a une phrase très importante du communiqué disant qu'il faut éviter les dévaluations compétitives et qu'il faut éviter une réduction du commerce mondial. On a dit qu'il fallait émettre des DTS, ce qui sera assez compliqué parce que le Congrès des États-Unis, pour des raisons juridiques compliquées, ne peut pas les voter, mais on voit que la piste vers laquelle on va, si on veut éviter l'effondrement, c'est une beaucoup plus grande intégration, et ce sommet est un point de départ et non pas un point d'arrivée. Un mot pour les pays pauvres, les pays en voie de développement. Est-ce qu'ils vont profiter des mesures annoncées hier? D'abord, ce qui a été annoncé pour le Fonds monétaire est à la fois une bonne nouvelle, mais on peut le voir comme une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que c'est 750 millions de plus, une mauvaise nouvelle parce que, comme on l'a dit, c'est pas financé, et ensuite parce que ça veut dire que les dirigeants du G20 savent bien qu'il y a énormément de problèmes devant nous et qu'il faut prendre les devants et avoir de l'argent pour financer les dettes qui vont arriver, parce que beaucoup des 172 pays qui n'étaient pas dans cette réunion vont avoir énormément de difficultés. Donc oui, on a pris conscience de cela. Je voudrais simplement qu'on retienne qu'il y a dans ce communiqué aussi la réaffirmation du principe de verser 0,8% du PIB mondial à l'aide au développement. Ce qui est 0,8%, c'est rien comparé aux 10% qu'on vient de mettre sur les banques. Reste à tenir ce 0,8, sachant qu'aujourd'hui on est à 0,3. Merci beaucoup, Jacques Attali. Voilà, Jacques Attali à propos de ses analyses sur le G20 qui s'est terminé hier à Londres. L'autre dossier de ce jour, c'est bien entendu le sommet de l'OTAN qui a commencé aujourd'hui à Strasbourg. Alors, je vous présente nos invités pour en parler sur ce plateau ce soir. Le sénateur UMP des Hauts-de-Seine, Jacques Gautier. Vous êtes également membre de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. À vos côtés, Christophe Sollock. Vous êtes un des spécialistes de l'OTAN au sein de l'Institut français des relations internationales. Alors, Monsieur Gautier, on a pu voir Barack Obama fouler le sol français
pour la première fois aujourd'hui. Il a salué, on le disait, le rôle de leadership extraordinaire, a-t-il dit, de Nicolas Sarkozy. Alors, est-ce que la réintégration de la France dans les instances de commandement de l'OTAN va changer finalement l'esprit de cette OTAN? Écoutez, je crois que cette décision était attendue, qu'elle est naturelle et que tous les experts savaient que la France, membre fondateur de l'OTAN, qui n'a jamais totalement quitté l'Alliance et qui a progressivement réintégré les divers comités, 38 sur 40, se devait de franchir le pas et de rejoindre ce commandement intégré, le 39e comité. Il n'empêche qu'il y a eu ce coup d'éclat du général de Gaulle en 1966 qui a porté quand même un coup d'arrêt aux activités, à l'influence de la France au sein de ces structures. Oui, mais je crois qu'il faut se rappeler que 66 n'est pas 2009 et qu'en effet l'environnement géopolitique n'était pas le même et que c'était notamment l'indépendance nucléaire de la France qui était alors en jeu. Et donc on comprend qu'aujourd'hui, compte tenu des menaces qui ont évolué, de l'environnement qui a évolué, il est tout à fait normal que la position de notre pays ait évolué à son tour. Vous dites que cette décision était naturelle. Pourquoi la France, tout simplement, pourquoi elle décide de revenir, de réintégrer le commandement intégré de l'OTAN? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes donc membres de 38 comités. Nous sommes le 3e contributeur financier de l'OTAN. Nous payons. Nous sommes le 4e contributeur pour les soldats que nous envoyons dans des missions de commandement OTAN, souvent sous mandat de l'ONU. Je pense au Kosovo ou à l'Afghanistan. Nos soldats sont sur le terrain, risquent leur vie pour l'Alliance. Par contre, nos militaires élevés n'interviennent pas dans la préparation de ces interventions, ce qui est quand même un comble. Nous sommes des soldats sur le terrain et je tiens à saluer leur courage et leur professionnalisme, puisqu'on parle d'eux en ce moment, et pas seulement lorsqu'on a des blessés ou des décès. Et donc, je crois qu'il était naturel qu'on puisse préparer ces interventions pour mieux les vivre après sur le terrain. Christophe Solov, vous considérez, comme le sénateur Gauthier, que finalement cette réintégration de la France dans le commandement de l'OTAN, c'est presque un non-événement? Absolument. Moi, je parle plutôt de la normalisation de la situation. Et le processus a été entamé en 1991, sous main de François Mitterrand. Elle était poursuivie par Jacques Chirac après un coup d'arrêt en 1997, puis repris par Nicolas Sarkozy, effectivement, pour répondre au mieux aux nouvelles menaces et en fait à la place naturelle de la France au sein de l'OTAN. Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, l'OTAN va devenir un peu plus européenne, d'une certaine manière, grâce avec cette intégration française? Ces retours, cette normalisation de la situation, de la place, du rôle de la France au sein de l'OTAN va effectivement permettre un nouveau départ pour la politique européenne de sécurité et de défense. Et il faut rappeler que ces processus est maintenant distingué, c'est-à-dire qu'on ne parle plus maintenant d'un pilier européen au sein de l'OTAN. La PSD, avec le sommet de Saint-Malo, s'est développée de manière autonome. Et aujourd'hui, effectivement, cette politique de défense européenne va pouvoir se développer plus facilement. Cette politique, cette décision de Nicolas Sarkozy, je voudrais rappeler, a été saluée par l'ensemble des pays, des nouveaux membres, qui justement étaient considérés comme un frein à ce développement de cette politique européenne de sécurité et de défense. Et je pense qu'elle sera tout à fait saluée. Jacques Gauthier, est-ce qu'on sait combien d'officiers français travailleront demain dans l'OTAN, dans les instances Non, on pense que ça sera quelques centaines. Mais je voudrais rebondir sur ce que disait notre expert. Je crois en effet que c'était le bon moment pour intervenir. D'une part parce que nous allons avoir la réflexion qui est lancée à partir de 60e anniversaire du concept stratégique de l'OTAN. Quelle OTAN pour demain? Quelle mission? Quelle capacité? Quelle frontière à l'élargissement de l'OTAN? Est-ce qu'on va continuer à progresser sur l'ensemble des pays du bloc soviétique ou est-ce qu'à un moment donné, il faudra fixer des limites à cet élargissement? Donc notre présence est importante. Et puis je crois que nous arrivons à un moment clé. C'est qu'aujourd'hui, l'administration Obama a une vision différente du monde. Et on voit bien que les problèmes qui les concernent directement, c'est l'Afghanistan et le Pakistan, c'est l'Iran avec la montée potentielle du nucléaire, c'est la Corée du Nord, c'est aussi la nécessité de retisser des liens avec la Chine ou avec la Russie. Et donc je crois que tout ce que pourra faire la France au niveau d'une politique de défense européenne à l'intérieur de l'OTAN sera bien ressenti par les Américains et par nos alliés des ex-pays du bloc soviétique qui considéraient qu'ils avaient besoin de la protection américaine à travers l'OTAN pour être préservés d'une menace venant de l'Est.
Là, ils auront les deux à la fois et nous allons donc pouvoir avancer. Alors on le sait, hein, ce débat autour de la réintégration de l'OTAN a fait beaucoup de vagues ces dernières semaines en France. Ici même au Sénat, on se souvient de vos collègues socialistes qui ont quitté l'hémicycle. Les débats ont été houleux également à l'Assemblée nationale. Est-ce que cette accusation d'atlantisme ou de pro-américanisme français aujourd'hui tient la route pour vous? Non, je crois vraiment que c'est de la politique politicienne. Et je vois d'ailleurs que Dominique de Villepin a fait la même chose. Lui qui avait travaillé avec Jacques Chirac en 95-96 sur le retour de la France dans le commandement intégré, qui avait échoué, vous le savez, pour un problème de commandement opérationnel à Naples, considère aujourd'hui que c'est une erreur, alors qu'il était à la base, comme secrétaire général de l'Élysée, de ces négociations. Alors, Christophe Sollock, l'argument de Nicolas Sarkozy, c'est de dire il faut que la France réintègre les instances de commandement de l'OTAN pour mieux faire la défense européenne. Comment vous expliquez cette idée, ce concept? Alors, d'abord, je voudrais juste aussi rappeler qu'on ne peut pas parlait d'une influence française dans l'évolution de l'OTAN, de l'avenir de l'OTAN, sans être complètement intégré. Donc c'est encore un rôle supplémentaire et ça sera un véritable pouvoir, une véritable influence française dans l'évolution. Mais qu'est-ce que ça va changer pour la défense européenne? Alors, en ce qui concerne la défense européenne, effectivement, là, le pays de ceux qui étaient, qui constituaient un peu ce bloc des pays, des freins, qui constituent un frein au développement de cette politique européenne de sécurité et de défense. Et ces pays vont voir maintenant en France un pays qui n'a pas une arrière-pensée, des arrière-pensées. Ils ont une France qui est en même égalité. Il est membre de plein droit à l'OTAN. Et parallèlement, elle n'a jamais caché d'ailleurs, de vouloir développer une politique, une défense européenne autonome. Donc là, la défense européenne ne se fera pas contre l'OTAN? Absolument pas. Absolument pas. Elle sera parallèlement, d'ailleurs, et il a rappelé qu'il ne s'agit pas de contre-sécurité l'OTAN, de les supprimer, mais plutôt de que ces deux organisations travaillent de commun. Et d'ailleurs, on a pu voir Barack Obama encourager cet après-midi même les Européens à construire, à bâtir cette défense du continent. Oui, vous savez qu'on sait bien qu'une partie des pays européens ne consacrent pas assez de budget à leur défense. La France et les Britanniques sont à peu près les seuls à aller à un niveau acceptable. Il est évident qu'ensemble, nous pourrons progresser, mais il faut que les alliés européens comprennent que cette défense commune a un coût et qu'il va falloir investir, même si la période ne s'y prête pas. Et puis moi, j'attends beaucoup de cet engagement de la France dans le commandement intégré, c'est qu'on va pouvoir défendre une vision qui est franco-française, mais que les Américains commencent à reprendre à leur compte. C'est ce que j'appellerais gagner la paix de sortie de guerre. C'est un terme de Paul Aéry, écrivain et militaire. C'est quoi? C'est que lorsqu'on s'engage dans une opération militaire, il faut anticiper dès le départ la sortie. Cela est vrai pour l'Afghanistan, où il faut commencer à préparer la pacification, travailler avec les populations, gagner les populations, investir pour elles et se contenter de sécuriser avant de pouvoir laisser la place aux soldats afghans. Merci. Et cette dernière information qui nous parvient à l'instant de la bouche d'Angela Merkel, la chancelière allemande, qui est ce soir à Baden-Baden en compagnie du président américain, qui annonce que le nom du nouveau secrétaire général de l'OTAN devrait être annoncé, nommé ce soir. Effectivement, l'actuel mandat de l'actuel secrétaire général prend fin, je crois, en juillet prochain. Merci messieurs de nous avoir apporté ce soir vos éclairages sur ce sommet de l'OTAN qui se poursuit dès demain en Allemagne et en France, en tout cas sur cette fameuse passerelle entre Strasbourg et Kehl en Allemagne. Nous serons en direct sur Public Sénat avec nos invités, avec nos analyses, nos décrypteurs à partir de 8h45. Vous serez avec nous, je n'en doute pas. Tout de suite, Bibliothèque Midi 6, Jean-Pierre Elkabbach qui s'intéresse aux transitions silencieuses. Très bonne soirée, très bon week-end à tous. Merci. Bonsoir. Merci.